sur cet ordinateur. Voilà. Et donc, pendant que je vous racontais cette histoire d'enregistrement, vous avez pu voir le déroulé de la soirée. Donc, en effet, on va laisser la parole un petit moment à Jean-Christophe pour Ado GPM. Et ensuite, donc, il y aura les trois retours d'expérience. On en profitera pour faire un petit sondage pour évaluer un petit peu. Il y aura quatre questions qu'on va vous poser, quoi. Et puis ensuite, un temps de questions-réponses. Bon, sachant que questions-réponses, vous pouvez aussi en profiter pour le poser dans le chat en direct. On essaiera d'y répondre en même temps. Je vois que cinq personnes se connectent, donc je vais faire entrer. Hop, voilà. Petite présentation déjà de qui c'est qui est avec vous. Donc, ben, là, c'est moi, du coup, c'est Mathieu. Donc, je suis kiné depuis 2014. J'exerce en pluripro depuis 2015, en fait, hein, donc très rapidement. Et je suis actuellement donc, en maison de santé au nord de Toulouse, sur la Bastide Saint-Cernin. Donc, je suis secrétaire général en charge des relations interpro au SNMKR. Et donc, je suis également, alors attention au micro. Voilà, je me suis permis de couper le micro de iPad de Régis, parce qu'il y avait un petit peu de bruit. Et donc, je suis également facilitateur FECOP, donc la Fédération des équipes de santé pluripro d'Occitanie. Voilà. Voilà pour le topo. Et du coup, bah, je vais vous laisser vous présenter succinctement, comme ça on vous identifiera, et puis après, vous reprendrez la parole plus longuement sur vos retours. Apparemment, c'est mon tour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Victor Terraza. Sans surprise, je suis kiné. La petite particularité, peut-être, enfin, qui n'est pas une particularité pour les gens qui sont autour de la table, mais j'exerce en maison de santé depuis quelques années maintenant, depuis 2011, en Gironde, donc pas très loin de Bordeaux. Je vous montrerai ça après. Et donc, je suis impliqué assez fortement dans donc les maisons de santé, à tel point que je suis vice-président d'Avec Santé, donc qui est la fédération nationale des maisons de santé. Voilà pour moi. Allez, Eric, à toi. C'est à moi. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis kiné libéral dans le Tarn-et-Garonne depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. J'ai été à l'origine donc de l'équipe de soins primaires de Lozerte. Également, je suis membre de la MSP de Moissac et je suis au bureau de la CPTS Quercy-Garonne. Et également, bon là, c'est pas noté, mais pour être complètement transparent, donc je suis à la FFMKR et je suis aussi facilitateur à la FECOP. Allez, Joachim. Bonjour à tous, je suis Joachim Le Tallec, donc je suis kinésithérapeute aussi, bien évidemment. Je suis membre d'une maison de santé pluriprofessionnelle dans le sud de la Loire-Atlantique, à La Planche, une MSP multisite, et également membre d'une CPTS, Terre de Montaigu, qui est à cheval sur la Vendée et la Loire-Atlantique. Élu RPS en Pays de la Loire depuis 2 ans. Je travaille au sein de l'URPS, notamment sur un projet de développement des soins non programmés au sein des CPTS. Voilà. Merci à vous trois. Donc, je tease juste un petit peu pour la fin de la soirée. Le sondage se fera via Kahoot. Donc, c'est une application que vous retrouvez également en ligne. Donc, je vous invite dès maintenant éventuellement à vous ouvrir une page ou à sortir l'application à cette adresse-là. Euh, voilà, est-ce que je peux, bon, si besoin, je le recopierai dans le chat, puisqu'on utilisera ça tout à l'heure. Donc, il faudra se tenir prêt pour faire le sondage en live. Donc, j'aurai un code à vous donner pour vous connecter. Du coup, ben, je laisse la parole à Jean-Christophe. Je vais arrêter mon partage d'écran pour que vous puissiez partager votre présentation. Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Christophe Sarkissian, groupe Pasteur Mutualité, donc du coup ADOA, qui est euh, notre mutuelle dédiée au kiné. Alors, je suis tout à fait à l'aise avec Zoom. C'est, je pense, écran. Ouais, ça a l'air pas mal, donc c'est la diffusion. Et voilà, on va aller directement là-dessus. Donc,
Globalement, juste pour situer la chose, Groupe Astar Mutualité, c'est une mutuelle vieille de 160 ans. C'est important de le rappeler parce que c'est 160 ans au service des professionnels de santé. C'est bien sûr de l'assurance, puisque c'est notre métier de prédilection. À l'époque où on était l'Association générale des médecins de France, eh bien c'est vrai qu'on était plutôt concentré sur cette profession, enfin sur les professions médicales. Et là maintenant, ça fait quand même bon nombre d'années qu'on est ouvert à toutes les professions de santé, paramédicales aussi. Et donc, on travaille beaucoup avec notamment les kinésithérapeutes. Donc, voilà pourquoi on vous accompagne au quotidien. Globalement, Groupe Astar Mutualité, je vais pas vous parler d'assurance ce soir parce que déjà, je connais pas les contrats, etc., qui sont proposés par GPM dédiés aux kinés, même si je sais qu'évidemment, on est les mieux placés, on est les meilleurs et les plus sympas. Je peux juste vous dire que on a créé la Villa M. La Villa M, c'est un édifice qui est à Paris, qui est dédié à vous, tous les professionnels de santé, et qui va graviter autour de plusieurs choses, autour de votre activité. C'est-à-dire que c'est à la fois un centre de prévention, une maison sport santé, puisqu'on a un club de boxe qui est dédié, on a des cours de boxe qui sont dédiés aux pros de santé, un espace bien-être, enfin voilà, tout ce qui est écrit là, centre de conférence, espace coworking, un concept store, et aussi éventuellement hôtel et restaurant, si toutefois vous voulez manger et dormir, et de façon très, comment dire, très très agréable. Je vous parle de la Villa parce que la Villa c'est aussi un ensemble de programmes qui y sont rattachés et ce sont des programmes de prévention. Et ben, en fait, la raison de ma participation ce soir, c'est pour vous parler de ces programmes de prévention. Aujourd'hui, les professionnels de santé sont au premier plan sur simplement le stress du quotidien, l'excès de travail, on va dire, et très rapidement le burn-out, voilà, l'épuisement professionnel. Donc du coup, on a apporté des réponses à ça, qui sont des réponses entièrement prises en charge par GPM. Aujourd'hui, on en a trois, une quatrième en formation, en cours de formation. Euh, je finirai par le programme même pour vous expliquer vraiment ce dont il s'agit, mais c'est vraiment un programme d'accompagnement, d'aide aux professions de santé. La boxe à l'hôpital, alors c'est pas que à l'hôpital maintenant, ça a commencé boxe à l'hôpital pendant le Covid, mais en fait on a apporté des profs de boxe partout en France et on les a déployés dans tous les hôpitaux et puis progressivement dans toutes les CPTS, toutes les maisons médicalisées. Donc petit clin d'œil au premier intervenant qui a parlé tout à l'heure, puisque ben, c'est aussi une solution, souvent un exutoire et un défouloir de pouvoir faire du cardio box en groupe, entre amis, et c'est souvent très simple. Le sas de récupération, c'est basé sur les techniques top, je vous en parlerai juste après. Donc la boxe à l'hôpital, puisque j'ai commencé à en parler, à la base, c'est des cours de 45 minutes, des cours collectifs. On l'a appelé boxe à l'hôpital parce que c'était vraiment le nom qui allait comment dire toucher tout le monde, surtout à l'époque où on parlait des hôpitaux tous les jours et en permanence, tous concentrés à ce niveau-là. Mais voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, les cours de boxe, c'est plus de 1600 cours qui ont été réalisés sur ces dernières années. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est avéré qu'on fait maintenant de façon très régulière et très facile à organiser. Donc dans toutes les villes de France. Moi, en ce qui me concerne, je travaille sur PACA. Je gravite globalement sur toute la région sud-est, mais après, on a mes homologues qui font la même chose dans toute la France. Le sas de récupération, c'est basé sur les techniques top, donc c'est techniques d'optimisation du potentiel, qui, lorsqu'on est victime d'un traumatisme, d'un événement un peu difficile, dans le cadre de votre activité, et surtout si j'ai bien compris, vous allez parler de ce qui n'est pas programmé, c'est-à-dire que vous pouvez tomber sur des événements qui sont peut-être plus surprenants, difficiles, fatigants, stressants. Et voilà, donc le sas de récupération, c'est des techniques psychophysiologiques. Ça dure 3 heures, donc c'est quand même assez intensif, mais c'est pour répondre à un problème qui est assez ancré. Donc voilà. Et donc je finis par le programme M. Le programme M, ça a été établi sur un programme qui a été développé au Québec à la base, qui s'appelait le programme d'aide aux médecins du Québec. Et puis, vu qu'on en donne toujours aux médecins, voilà, on a décidé de nous les ouvrir à tout le monde. Et il n'y a pas que pour les médecins. Voilà.
Euh, là, on s'adresse depuis ce début d'année, parce que c'est quand même tout récent comme programme, on s'adresse à toutes les professions de santé, enfin pas toutes les professions de santé, non, on s'adresse aux infirmiers, aux kinés, aux pharmaciens et aux sages-femmes, en plus des médecins. L'idée, c'est de pouvoir apporter une solution complète à un professionnel de santé qui est en état d'épuisement professionnel. On est avant le burn-out euh, parce qu'il fallait pouvoir trouver une réponse qui soit suffisamment en amont pour éviter vraiment un problème de santé. Mais l'épuisement professionnel, il peut toucher chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moyen de vous remettre complètement dans une situation où vous allez pouvoir reprendre du souffle. Et donc là, en fait, c'est tout un ensemble de professionnels de santé qui va vous mettre en immersion. Si j'ai bien compris, il faut que j'abrège, c'est ça? Il vous reste 2-3 minutes théoriquement. Je pense surtout, Bon, il faut pas oublier de partager le lien, la Google Forms vers le yes. jeu. Voilà. Bon, globalement, j'avais terminé. Je voulais juste te dire, voilà, c'est quelque chose qu'on déploie énormément. On travaille aujourd'hui beaucoup avec les CPTS. On travaille aussi avec toutes les différentes les actions de pilotage proposées par les ARS, comme par exemple là dans le sud-est, on a des ESS, équipes de soins spécialisées, qui sont développées. On a su rebondir, on a su proposer des solutions de groupe par rapport à ça. Donc là, je parle plus du programme même, hein, je parle vraiment des solutions d'assurance ou des solutions de prévention globalement. Donc on sait accompagner toutes ces structures-là, autant pour vous qui êtes professionnels de santé que pour les structures qui englobent les professionnels de santé, donc maisons médicales et CPTS, etc., etc. Voilà. Donc, juste ce qu'était en train de dire Monsieur Noireau, c'est que nous avons un tirage au sort pour pouvoir gagner justement pour pouvoir gagner un que je vous dise pas de bêtises exactement, une présentation à la Villa M. Et donc, vous serez invité à pouvoir bénéficier d'un accompagnement sportif à la Vilaine. Voilà. Il faut savoir on entraîne les plus grands sportifs de boxe, les grands, voilà, les personnes les plus connues dans le monde de la boxe. Cyril Benzakan, qui a gagné récemment. Enfin, voilà, plein de choses super. Donc, je mets dans le fil de discussion, si j'arrive à le trouver. Non, ça c'est pour modifier un PowerPoint, c'est pas ça. Euh, Voilà, le lien vers le formulaire pour que chacun puisse s'inscrire c'est bon, vous et avez pu le participer mettre? à ce jeu concours. Non, moi, j'ai pas le lien personnellement. Ah ouais. Ah, Alors, je l'ai, mais il faut que je trouve où est-ce que c'est la discussion. Hop, voilà. Google Form. Bim. Donc, allez, je vous invite à vous inscrire sur le lien Alors là, le d'ici problème, c'est que vous la l'avez fin. envoyé qu'à une seule personne. Il Ouais. faudrait que vous l'envoyiez à Ah, tout le monde. ah oui, pardon. C'est ce qui- alors, chat, Oh, ouais, chat de groupe, c'est bon là? Ouais, exactement. bref. Ouais. Mes excuses. Hop, voilà. Mais Maxime, il avait plus de chances de gagner du coup. Ok, ben merci Allez. beaucoup Ouais, je et désactive, bravo je pour t'ai quitté, le. c'est ça? Ouais, pas quitter la réunion, non, mais Non, arrêter le arrêtez le partage. partage. Mais Merci beaucoup. merci beaucoup. Pour, du coup, ben, j'invite chacun à venir cliquer sur le lien pour participer au jeu concours. Oui, n'hésitez Et pas. donc, l'idée, c'est que à la fin de la réunion, vous puissiez suivre Jean-Christophe ça et donc, ben, éventuellement, après, je sais pas comment vous voulez faire si vous le faites en live ou si c'est après le tirage au sort. Mais Non, non, on fait en live juste à la fin. voilà, donc Une main innocente qui choisira. Et je vais mettre participez. dans la discussion, je voulais mettre juste la salle de sport de la Villa M, qui forcément donnera envie d'y aller. Donc, hop, je rajoute ça dans la discussion. Merci. Super. Merci beaucoup et bravo pour le respect du timing. Et ben, du coup, j'invite chacun à participer et à rester jusqu'à la fin pour savoir qui est l'heureux élu. On va du coup passer au retour d'expérience sur les soins non programmés et à commencer du coup par Victor Terraza et son retour d'expérience pluripro en Gironde.
À toi la parole, Victor. Alors pour ça, il faut que je réactive mon son. Ça marche pas vachement mieux comme ça. Ok. euh, donc moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur les soins non programmés qu'on a mis en place au sein de ma structure, donc la maison de santé pluriprofessionnelle de Crayon. Ah oui, pardon. Tchouk. Bon, ça se doit être un truc très pratico-pratique, hein. Pardon, je sors mes chaussettes de ma poche. Donc vraiment, en fait, je vais vous donner des éléments clés et j'espère que ça pourra vous servir d'exemple et qu'éventuellement ça vous donnera envie d'essayer de vous intéresser à ce sujet-là aussi. Alors, pour vous présenter un peu la structure, on est donc une maison de santé, comme je le disais, et on est évidemment plusieurs types de corporations qui exercent au sein de la structure. Donc, pour les professions que je vais vous présenter particulièrement ce soir, elles sont en orange. Donc, il y a 4 médecins généralistes. On est 6 kinés, donc on est assez nombreux, ce qui n'est pas toujours ce ratio entre médecins et kinés n'est pas toujours le même dans toutes les MSP, mais là, pour le coup, nous, on est assez nombreux. Et donc, il y a d'autres types de professionnels, comme vous pouvez le noter. Il y a des IDE, une podo, une orthophoniste, une psychologue et une psychomotricienne. Donc là, je parle juste des professionnels de santé, parce qu'après, il y a deux types de professionnels qui exercent dans la structure. On a 3 secrétaires qu'on partage entre les médecins et les kinés, et ça aura son importance après. Et même si elles sont pas là, je tiens à dire qu'elles sont super chouettes. Et on a aussi une coordinatrice qui chapeaute tout ça. Bon, après, bien sûr, on a du personnel de ménage, et tout ça au bénéfice et au service des usagers de la maison de santé. Alors, où est-ce qu'on est situé? J'ai oublié de lancer le timer, parce que sinon, je vais me faire rappeler à l'ordre par Mathieu. C'est parti. Donc, on est situé pas très loin de Bordeaux. On est à une vingtaine de kilomètres. Et comme on peut le voir déjà sur cette carte, on est déjà sur un zonage intermédiaire. Donc, évidemment, en fait, à Bordeaux, c'est une zone surdense, très Guerrier, dotée. j'entends rien. Ah, vous m'entendez pas? Si, vous m'entendez. Si, on t'entend. Euh, ok, c'est bon. Et donc, sur Clermont, on est sur une zone intermédiaire. Donc, ni blanc, ni noir, quoi. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on a constaté? Avant, un petit truc qui s'appelle le Covid, tout allait bien. On était en capacité de répondre à la demande assez aisément, à tel point que, globalement, en fait, les gens pouvaient avoir un rendez-vous dans la semaine chez nous. Et je ne sais pas pourquoi, depuis le Covid, peut-être parce que il y a des problématiques un peu plus complexes à l'heure actuelle, les dominantes psychosociales peut-être un peu plus marquées. Toujours est-il qu'on s'est retrouvé dans une situation assez précaire et qu'on n'a pas été en capacité de répondre à la demande comme d'habitude, à tel point qu'on s'est fait submerger et on a dû mettre en place un truc qui n'était pas satisfaisant du tout, qui était une liste d'attente. C'est-à-dire que concrètement, les secrétaires prenaient le nom des gens, et puis quand on se sentait en capacité de répondre à leurs demandes, on les rappelait. Donc, pas du tout adapté. A contrario, dans la même période, les médecins généralistes de la structure dont je vous ai parlé, au nombre de 4, eh ben en fait, eux, ils étaient en capacité de répondre. Et alors, ils appliquent une stratégie qui est toute particulière, qui est ce qu'on appelle un planning ouvert. Alors, pour me l'appeler, je veux dire un open schedule. Et donc, c'est quoi un planning ouvert? C'est que quand ils démarrent le matin, et donc là, c'est un planning ouvert la demi-journée. Donc, quand ils démarrent le matin, ils ont des plages dédiées qui sont encore disponibles dans la matinée. Et l'après-midi, quand les médecins démarrent, ils ont des plages qui sont dédiées pour l'après-midi. Et donc, les secrétaires et les médecins sont en capacité de donner des rendez-vous dans la demi-journée. Au-delà des patients aigus, en one-shot, ils sont aussi capables de répondre à la gestion de patients chroniques. Donc, ça ne pose pas de problème pour eux. Et donc, finalement, eux, leur réponse, elle est complètement adaptée aux besoins des patients et des usagers de la maison de santé. Ah non, on s'est dit, on n'est pas plus con que les médecins, et on y a été à l'instinct, quoi. On s'est dit, mais comment on va réagir? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment on gère? Bah, au lieu de filer, hop, je décale juste ça. Au lieu de donner, en fait, de mettre les noms sur une liste d'attente, on s'est dit, ben, c'est pas grave, on va donner des rendez-vous, parce que c'est toujours plus satisfaisant pour un patient d'avoir une date pour son rendez-vous, plutôt que de se dire, ben, peut-être qu'un jour, hypothétiquement, la secrétaire va possiblement me rappeler. Donc, on a filé des dates et des rendez-vous. Et en parallèle, on s'est dit, bon, OK, là, on est vraiment dans la mouise, on donne des rendez-vous à 6, 7, 8 semaines parfois. Il y a quand même des pathologies qui nécessitent d'être prises plus précocement que ça. Donc, naïvement, on a appelé ça des créneaux d'urgence relative, on est d'accord. Bon, il y a eu quelques problèmes, je vous le cache pas. Bah déjà, en fait, quand on file des rendez-vous à 6-8 semaines, qu'est-ce qui se passe? Bah, où les gens, en fait, ils ont guéri tout seuls, parce que la nature a bien fait le boulot,
où en fait, ils nous ont oubliés. Et donc, du coup, on avait pas mal de lapins. Il y avait une autre problématique, et non des moindres, parce que tout le monde n'avait pas la même définition. Il fallait dire ce que c'était qu'un soin non programmé. Qu'est-ce que c'est qu'une urgence? Alors, il y avait des trucs un peu consensuels, quoi, les sorties d'hospitalisation, les bronchiolites, alors que finalement, en fait, les recommandations ne le disent pas. Bon, bref, j'en passe et des meilleurs. Je vois-t-il que pour faire consensus et essayer de définir ce que c'était qu'une urgence, bah, c'était une vraie galère. Un autre truc qu'on a remarqué, c'est que comme on était un peu dans la mouise pour filer des rendez-vous de suivi aux gens, eh ben, conserver nos rendez-vous urgents, ben, ça devenait en fait de moins en moins fréquent. À tel point qu'il y a des moments où ben, il n'y avait plus de rendez-vous urgents en fait dans la semaine. Bon, bref, vous comprenez un peu le deal. Et même, il y a eu d'autres soucis, parce que la vie d'une équipe, c'est des changements, des arrivées et des départs. Et ces changements ont amené, en fait, par le biais d'un manque de communication de ce protocole en soins non programmés, le fait que les gens ont rien compris. Et en fait, on a eu deux collaboratrices en fait, qui savaient même pas, au final, qu'on avait un protocole en soins non programmés. Donc là, récemment, il y a quelques semaines, pour être sincère, au lieu de marcher à l'instant, on se dit, bon, bah allez, là, on se met en mode projet, on est sérieux, quoi. Donc, on s'est couché collectivement en fait sur le sujet et on a commencé par se demander pourquoi est-ce qu'il fallait s'intéresser aux soins non programmés. Je check la montre. Pourquoi? Ben, parce que potentiellement, ça pouvait correspondre à un besoin des patients. Euh, Peut-être que parfois, en fait, leur donner un rendez-vous à 6 semaines, ben, c'est pas satisfaisant pour de vrai. Et puis, même si parfois ils ont des urgences ressenties qui sont pas forcément cohérentes, pour autant, en fait, il faut quand même qu'on réponde à ce besoin. Il y avait un besoin aussi des médecins qui a été identifié. Parce que les médecins, le fait qu'on puisse donner des rendez-vous aussi loin que 6 ou 8 semaines, c'était pas satisfaisant pour eux dans leur pratique. Pourquoi? Parce que tout bêtement, les patients, en fait, ils étaient un peu en errance. Ils avaient leur prescription, mais ils n'avaient pas de kiné. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ou ils allaient dans des systèmes un peu parallèles au système conventionnel, ou alors ils revenaient voir le médecin en disant j'ai toujours mal. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient le médecin? Ben, il prescrivait des paliers 2, des paliers 3, ou alors il prescrivait des examens complémentaires qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et puis, il y a un besoin de kiné aussi, parce que on fait un métier empathique pour rendre service aux gens, et finalement, on se rend bien compte que finalement, donner des rendez-vous à 6 8 semaines, ben, intérieurement, c'est pas satisfaisant. Et puis, on voit bien que quand on donne des rendez-vous à 6 8 semaines, les gens, tout d'un coup, en fait, ben, c'est beaucoup plus compliqué de les traiter. Et donc, parfois, en fait, les traiter plus rapidement, ça peut être intéressant. Alors, une fois qu'on a défini pourquoi il fallait y aller, on s'est dit, mais comment on le fait? Comment on améliore la problématique? Et on a identifié deux gros leviers. Le premier levier, c'est l'accès aux soins, donc la porte d'entrée dans le système. Comment on réfléchit à ça? Et une fois que les gens ils ont passé la porte, comment on organise les soins? Donc ça, c'est les deux gros leviers qu'on a identifiés. Mais tout ça, ça ne peut se faire, et en tout cas, il y a un choix d'équipe sur ce sujet-là, que si on maintient une qualité de vie au travail des professionnels en kiné, des kinés. Globalement, en fait, tout le monde est prêt à jouer le jeu, à suer sang et eau, mais pour autant, en fait, il y a une limite à ça qui est, pardon, ma montre me dit qu'apparemment j'ai marché, euh, que en fait, il faut que la qualité de vie, elle reste positive. Pour le volet accès aux soins, on a utilisé la triade hop, offre, besoin, demande. Alors, Kizaku, je vous en parle après. Comment on a identifié la demande et le besoin? Parce que la demande et le besoin, en fait, c'est le volet usager, le volet patient. Pardon, des fois, j'emploie usager en fait à la place de patient. Donc. Parce que parfois, les gens ne sont pas des patients parce qu'ils ne sont pas malades. Bon, bref. Donc, les usagers, des fois, ils nous appellent. Et l'intérêt, en fait, d'avoir un secrétariat physique, au-delà du fait de ne pas renforcer la fracture numérique, il y a des outils de communication tels que Doctolib, parenthèse. Euh, le fait d'avoir des secrétaires physiques, des gens de qualité, ça nous a permis aussi de faire du recueil de données. Et donc, les secrétaires ont fait un tableau de reporting qui nous sert de base, en fait, par la suite. On a un peu modulé aussi notre offre. On a réfléchi, qu'est-ce qu'on était vraiment en capacité de fournir en l'état actuel en matière de rendez-vous. Et donc, sur l'offre, en fait, on s'est arrêté sur le fait qu'on pouvait fournir 2 nouveaux rendez-vous par semaine et par kiné. Et on a redéfini les créneaux d'urgence en donnant un par semaine et par kiné. Donc, si vous savez faire quelques calculs comme moi, je sais que vous savez compter jusqu'à au moins 3 fois 10 parce que tout ce kiné. Toujours est-il que ça fait donc 6 fois de 12 rendez-vous, plus les créneaux d'urgence, plus 6, donc 18 rendez-vous. Alors, petite nuance, en fait, comme on a
réfléchi ensemble, on a fait un focus group sur le sujet, on a fait des réunions, ben, on a décidé de sanctuariser en fait les créneaux d'urgence, contrairement à avant. C'est une petite nuance. Donc, et avec le tableau de reporting, on a analysé la demande. Donc, la demande sur un volet quantitatif. Et qu'est-ce qu'on a vu en moyenne sur les quelques semaines où on a analysé le truc? On a vu que la demande moyenne en fait de rendez-vous était de 18, là où on en offrait 12. Bon, comme vous l'avez compris, comme on a sanctuarisé en fait les créneaux d'urgence, au final, on est sur une forme d'équilibre. 18 pour 18. C'est formidable, on dirait que j'ai triché, hein. On a aussi regardé sur le plan qualitatif, quelles étaient en fait les demandes des patients, des usagers. Et globalement, on apportait une demande satisfaisante, on apportait une réponse satisfaisante aux demandes des patients, même si de ci, de là, il y avait des demandes plus spécifiques, par exemple pour du vestibulaire ou pour des soins pédiatriques ultra spécifiques, pour lesquels nous, en fait, on n'a personne qui est formé dans l'équipe, ou du moins qui sont en capacité de fournir ces soins dans l'équipe. Mais on a une réponse à donner aux patients, puisqu'on a un listing de l'ensemble en fait, des praticiens qui sont en capacité de répondre à leurs demandes. Donc finalement, on considère que ce besoin-là, il est pourvu. On y répond. Hop, je redéplace ma fenêtre. Donc après l'entrée, il y a l'organisation. Donc comment on peut améliorer l'organisation de soins au sein de notre structure? Eh ben, il y a un truc tout bête. Si on voit les gens moins fréquemment, ben, on libère des créneaux, hein. Si tu les vois 4 fois, puis 3 fois, puis 2 fois, puis 1 fois par semaine, au final, ben, mécaniquement, tu libères des créneaux. Bon, évidemment, vous en doutez bien, ça implique une certaine autonomisation des patients. Donc, on est obligé de sélectionner quand même les patients auxquels on va proposer ça. Bon, il se trouve qu'on a une pratique, je dirais, relativement active dans notre cabinet. Donc, on est assez formé à ça. Et il faut que ça se fasse, bien sûr, pas au détriment de la qualité des soins. Donc, on vient vraiment sélectionner les patients pour lesquels c'est pertinent et pour lesquels, au contraire, en fait, le fait de les autonomiser, ça va améliorer leur situation. On peut jouer sur le volet fréquence, on peut jouer aussi sur le volet quantité. Alors là, ça va faire peut-être un peu tiquer, mais habituellement, on se gargarise du fait en fait d'avoir des ordonnances dites qualitatives, c'est-à-dire en fait sans quantité. Et c'est à nous de prédéterminer en fait le nombre de séances. Mais on sait très bien que parfois on glisse un peu et que même si dans la tête on dit on va faire 10 séances, dans les faits, eh ben, on déborde. Non, je regarde le temps, pardon. Ça, à peu près. Euh, donc là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Alors il y a un truc qui est sorti. Bon, Guillaume en a parlé tout à l'heure, mais j'ai pas le droit d'en parler là. Mais ça s'appelle l'accès direct. Ouais, bref. Toujours est-il que dans l'accès direct, on ne peut pas faire plus de 8 séances sans faire un réadressage au médecin. Et nous, il se trouve que dans notre structure, on a déjà en fait un protocole pluripro d'organisation de soins entre les médecins et les kinés sur les problématiques lombaires. Donc en fait, dès que les gens ils ont une lombalgie, ils viennent voir les médecins et en fait, les médecins nous font une prescription avec des trucs que je ne vais pas détailler là, on s'en fiche, mais une prescription quantitative de 5. En fait, pourquoi? Parce que ça nous permet de nous tordre le bras et nous obliger à recréer en fait du lien avec les médecins rapidement. Donc on s'est dit, bah, peut-être que là aussi, il faut réintroduire du quantitatif. Donc, bien sûr, c'est à discuter avec le patient, mais on peut faire une sorte de contrat avec une base de 8 séances, par exemple, à chacun d'adapter un peu son modèle. Et puis, on voit si on a atteint les objectifs avec le patient. Et en fonction de ça, ben, on repart sur une nouvelle prescription, un nouveau contrat de 8 séances ou pas. Mais au moins, on a ancré les choses. Bon, évidemment, tout ça, ben, ça permet plus de disponibilité. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, au niveau de l'organisation de soins, bon, je crois qu'il n'y a pas de patient expert ici, non, ça va, je peux sortir mon expression patient zombie. Donc, de façon un peu coquine, j'appelle ça des patients zombies. Donc, parfois, en fait, toutes et tous, je suis sûr qu'on est face à ça. On a des patients, ils sont là parce qu'ils sont là. Donc, je ne parle pas de gens qui ont des pathologies dégénératives, hein. Je pense plutôt à des problématiques musculo-squelettiques, où finalement, en fait, on n'a pas fait de bilan final pour voir avec le patient si sa problématique elle était résolue. Si finalement, en fait, ses objectifs initiaux, ils étaient atteints. Et dans la mesure où on ne l'a pas fait, et qu'on pense comme ça naïvement que c'est mieux pour le patient de rester là, blablabla, eh ben, en fait, il reste là. Donc, il squatte des places potentielles pour d'autres patients. Il y a un autre truc aussi, c'est que parfois, il y a des gens, ils squattent, mais parce qu'on ne sait pas quoi leur dire après, quoi. Typiquement, en fait, le patient, il n'a plus vraiment besoin de kiné, il vient faire de l'activité physique chez nous, mais on sent bien que si on lui dit au revoir comme ça, sans trouver de solution pour lui, eh ben, il va arrêter en fait l'activité physique et ça va aller moins bien. Donc, comment on fait en fait pour qu'un zombie redevienne un usager? Eh ben, on s'est dit qu'il fallait qu'on liste les associations, en fait, pourquoi pas sportives,
ou d'autres types d'associations qui pourraient être pertinentes pour nos patients et qu'on pourrait leur proposer. On s'est dit aussi qu'il fallait qu'on développe une offre d'activité physique au sein de la maison de santé pour pouvoir en fait pallier au fait que parfois il y a des patients qui sont un petit peu en attente d'autres choses. Ok, ça va? Ouais. Bon, tout ça, ça me paraît un peu long, hein, évidemment, mais gardez en tête un truc important. Pour que votre protocole de soins non programmés il marche, comme le scénario d'un mauvais film, il faut que ça tienne sur un ticket de métro. Donc, 1 à 2 phrases maximum. Donc, autant que faire se peut, gardez les choses ultra simples et stupides ou intelligentes si vous êtes susceptible. Bon, qu'est-ce que ça a donné, en fait, là, ce qu'on a mis en place depuis quelques semaines? Ben, on est passé d'une situation où, comme je l'ai dit précédemment, en fait, on avait 5, 6 semaines de délai à 4 semaines, puis 3 semaines, puis 2 semaines. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'on a fait? De 2 rendez-vous par semaine qu'on s'était fixé, bah, collectivement, en fait, en moyenne, on a réussi à en mettre 4. Et puis, même, chapeau à Pauline qui n'est pas là ce soir, mais on en a mis 7 la semaine dernière. Donc, tout ça, ça permet en fait d'améliorer et de répondre plus rapidement aux besoins des patients. Alors, bien sûr, en fait, il ne faut pas qu'on reste figé sur ça. Il faut vraiment qu'on définisse des indicateurs de suivi qui sont pertinents pour ce protocole de soins non programmés. Et il ne faut pas qu'on s'interdise de l'évaluer et de le réévaluer fréquemment. Parce que si on met un truc et qu'on le grave dans le marbre et que en fait, ça prend la poussière, bah, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit en fait un truc agile et que dès lors qu'on voit qu'il y a des trucs qui clochent, qu'on réajuste le tir. Donc, ma question pour vous, c'est quand est-ce que vous mettez en place une réflexion sur l'accès aux soins? Parce qu'en fait, tout le monde peut le faire, mais il faut juste en fait le faire. Donc, gardez en tête plusieurs trucs. Partez pas à l'instinct. Commencez par le pourquoi, comme dirait Simon Sinek. Vraiment, réfléchissez vraiment à ce qui vous donne envie de vous intéresser à ce sujet-là. Et une réflexion collective. Dans votre tête, c'est bien, ça a l'air cool, mais il faut le partager avec votre équipe. Gardez les choses ultra simples et surtout évaluez. C'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup, Victor, pour cette présentation toujours très intéressante, qui nous fait, quel que soit le sujet. Euh, et respect du timing. Bravo, bravo, bravo. Le temps, éventuellement, qu'on change de partage d'écran, puisque le suivant, ce sera toi, Eric. J'aurais une question d'un grand fan, a priori. Tu es un fan dans le chat, Maxime, qui pose la question, euh, hormis cet aspect-là financier qui est, du coup, trouve tout ça très intéressant et qui se retrouve dans ce que tu racontes, il pose la question de est-ce que la libération de créneaux d'urgence était indemnisée au cas où le créneau n'était pas rempli? Et ouais, c'est une vraie bonne question. Alors en fait, ça n'a pas été tranché encore ce truc-là. Mais il se trouve que en fait, c'était un des freins qui avait été identifié en fait par l'équipe qui est remonté avec, si tu veux, en fait, le fait que les gens soient un peu flippés à l'idée en effet que le créneau soit pas pourvu et que quelque part, en fait, si on en mettait plusieurs dans la journée, ils se retrouvent un peu le bec dans l'eau et avec une perte sèche sur le plan financier. Alors cette réflexion, on l'a plus eu quand nous, à un moment donné, on s'est dit, mais youpi, tralala, on va faire comme les médecins, on va faire un open schedule, agenda ouvert la journée. Où là, vraiment, ça a fait flipper tout le monde. Toujours est-il que, pour aller un peu plus loin dans la réponse, il n'y a pas d'indemnisation aujourd'hui. Mais par contre, comme je l'ai dit, je travaille en maison de santé et les soins non programmés, c'est un élément essentiel, primordial en fait d'une structure comme la nôtre. Et donc, on ne s'interdit pas, dans la mesure où on bénéficie d'une aide via des fonds de l'accord conventionnel interprofessionnel. Pardon si je dis des gros mots à tout le monde, mais grosso modo, en fait, du fait qu'on bosse en MSP, on a une enveloppe parce qu'on s'est structuré en tant que MSP. Et on ne s'interdit pas le fait de partager cette enveloppe entre les gens qui s'impliquent dans ce protocole de soins non programmés, notamment en fait pour essayer de compenser l'hypothétique absence de rendez-vous pourvu. Ça répond à la question. Mais ça doit être voté en assemblée générale, donc ça sera fait à la fin de l'année. Donc, on reste sur une dynamique d'équipe et des décisions collectives, quoi. C'est Ouais, aussi, ouais, c'est la clé de ton message. c'est un peu notre credo. Ouais. Eh ben, Eric, je t'invite à partager ton écran. Donc, toi, tu vas nous parler d'une vision un petit peu plus macro, puisque c'est ton expérience au sein d'une CPTS. Est-ce que nous expliquer ça et peut-être d'ailleurs revenir aussi sur ce qu'est une CPTS en 2 mots, mais je crois que tu l'as prévu. C'est bon, vous voyez? Ok, donc, On voit bien. ok.
Donc, hop, juste pour introduire sur les protocoles de coopération et faire un petit timeline de ce qui s'est mis en place et le temps que ça a dû prendre. Ça a commencé en 2009, le fameux article 51. Et puis, a suivi en 2020 les premiers décrets sur les protocoles nationaux de coopération en MSP et en centre de soins, dont vous connaissez les plus connus, donc les six qui sont considérés comme les six protocoles SNP, la lombalgie, l'entorse de la cheville, euh, euh, l'odynophagie, la rhinite allergique, la cystite. Euh, et puis, en 2021, les décrets sur les protocoles locaux de coopération. Donc, on reviendra sur la différence entre... Merde, j'ai pas mis ma montre aussi. T'inquiète, je l'ai. Désolé, Il n'y c'est a le pas de souci, il a stress. pas de souci. Je suis là pour ça, vas-y. On va se Euh, concentrer sur donc, le euh, fond. donc, du coup, voilà, sur les protocoles locaux de coopération, on fera la différence tout à l'heure entre les deux. Et en 2022, donc l'ouverture des protocoles nationaux de coopération au CPTS grâce à la mission Flash donc de l'été 2022, grâce à une première instruction qui a été reconduite une autre fois jusqu'au 31 mars, puis un arrêté qui prolonge une fois de plus l'extension de ces protocoles de coopération au CPTS jusqu'au 31 août. À savoir que donc il y a eu deux nouveaux protocoles nationaux, puisque les deux protocoles odynophagie et cystite ont été abrogés en mars cette année pour de nouveaux protocoles qui incluent de fait les CPTS à l'intérieur et avec des modifications qui sont notables. On le verra un peu après. Donc, un protocole de coopération, ça permet un transfert d'activité, une délégation d'actes, qui peut être diagnostic, thérapeutique ou préventive, d'un délégant à un délégué. Donc, le délégant, c'est donc le médecin généraliste et le délégué, c'est le pharmacien, le kiné, l'infirmier. Voilà, sur ces six protocoles les plus connus. Donc, il s'agit bien d'une dérogation. Donc, il y a deux modèles, donc, comme on a dit, national et local de protocole de coopération qui sont euh, décrétés pour les nationaux. Donc, on est obligé de se conformer à un décret. On n'a pas le choix sur la mise en application de ce protocole. Et les locaux, par contre, dans lesquels on a plus de choix. Certes, on a un cahier des charges à respecter, mais on a plus de liberté sur leur contenu. Pourquoi? Bon, ben, c'est avant tout pour réduire les délais de prise en charge, surtout sur des pathologies qui le nécessitent, ou par exemple une cystite ou une cheville. On sait que l'intérêt du patient, c'est d'être rapidement pris en charge. Comme l'a dit Victor tout à l'heure, on parle d'urgences relatives qui peuvent devenir absolues si jamais. Alors, pas pour l'entorse, mais on va dire pour la cystite, où il peut y avoir une notion d'urgence plus importante. Favoriser l'accès aux soins, ben, évidemment, c'est améliorer le parcours de soins. Dans un contexte de démographie qui peut varier d'un territoire à un autre, chez nous, il est assez important. Libérer du temps médical et surtout diminuer le recours à la permanence de soins et aux urgences. Ces urgences relatives peuvent tout à fait être prises en charge dans ce cadre-là. Et évidemment, sécuriser la prise en charge, puisque là, il y a une obligation, elle est dans les décrets, une obligation de communication des éléments aux médecins. Là, on n'a pas le choix, on est obligé de faire passer une fiche récapitulative de la prise en charge aux médecins.
Dans les équipes délégants délégués, puisque c'est une équipe qui est déclarée à l'ARS, c'est une liste donc de professionnels qui s'engagent avant tout, qui s'engagent entre eux à respecter le protocole. Voilà. Donc chacun engage sa responsabilité à la hauteur de ce qu'il y est demandé dans le protocole. Donc les professions médicales, de la pharmacie et les auxiliaires médicaux, dont les kinés. Ou donc en maison de santé et en centre de santé. Dans les CPTS, du coup, pour les deux protocoles qui ont été abrogés, cystite et odynophagie, et peut-être à venir pour d'autres protocoles nationaux qui vont peut-être évoluer de la même manière. Donc concrètement, en CPTS, donc chez nous, donc nous on se situe à la frontière du Lot, dans le Tarn-et-Garonne. On est une des CPTS du Tarn-et-Garonne. Et donc notre territoire, c'est 47 500 et quelques habitants, 3 MSP, une ESP et 17 médecins généralistes. Donc, chez nous, la question de l'accès aux soins et la libération du temps médical, c'est un vrai enjeu qu'on mesure. Et évidemment, on a des patients sans médecin traitant qui ne vont pas avoir de diagnostic, qui ne vont pas pouvoir avoir l'information sur le traitement qui mérite. Donc, euh, quand est-ce quand est-ce qu'on peut rentrer dans le cadre du protocole? Bon, c'est une consultation en première intention. On s'adresse directement, on peut s'adresser directement au kiné, au pharmacien ou à l'infirmière, mais on peut également être réadressé par le secrétariat médical ou d'autres professionnels de santé. On peut être aussi réadressé par la pharmacie qui sait que tel kiné participe au protocole et qui sait à peu près les critères d'inclusion qui peuvent le faire rentrer dans le protocole. Et ça peut être également un réadressage par une organisation territoriale organisée au sein de la MS, de la CPTS ou inter-CPTS, une organisation qui serait euh, propre à toutes les CPTS qu'elles auraient choisies pour le département. Clairement, je pense à un numéro commun, Allo CPTS, ou des professionnels ou des particuliers pourraient appeler pour avoir l'information de savoir qui ils pourraient voir et qui aurait l'information, par exemple, qui saurait quel kiné est inclus dans les protocoles et vers qui on pourrait rediriger les gens. Comment? Donc, effectivement, c'est a priori un protocole qui est ouvert à tous les patients pour, donc, et c'est là que ça a son importance, des abrogations des deux protocoles cystite et odynophagie, puisque il y a des critères d'inclusion et des critères d'exclusion dans un protocole de coopération. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, moins de 18 ans ou plus de 55 ans, vous ne pouvez pas rentrer dans le protocole. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un critère d'exclusion. Et dans les critères d'exclusion, il faut être, par exemple, faire partie de la patientèle du médecin délégant. Sur les protocoles, les nouveaux protocoles cystite et odynophagie, il n'y a plus cette notion exclusive de patientèle des médecins délégants, donc tous les patients peuvent être inclus dans le protocole. Voilà. Pour l'instant, pour les protocoles entorse de cheville, lombalgie, rhinite et varicelle, ça n'est pas encore le cas. C'est encore limité à la patientèle des médecins délégants parce que c'était conçu comme ça dans les décrets 2020. Voilà. Donc, Justement, pardon, Eric, je te coupe 30 secondes parce qu'il y a plusieurs questions, mais une qui vient d'être posée sur ce sujet-là, et du coup, il y a une petite confusion avec, du coup, je vois plus le prénom, Lucie, qui pensait qu'en CPTS, on ne pouvait mettre en place que odynophagie et cystite. Donc, tu confirmes qu'on peut bien mettre en place les six, c'est juste que c'est en cours de changement, quoi. exactement, on peut mettre en place les six. C'est juste qu'il y en a deux, donc cystite et odynophagie,
qui ont été modifiés, dans lesquels l'ACPTS apparaît clairement dans le décret, alors que dans les autres, ce sont des instructions et des arrêtés qui permettent de reconduire l'exception qui a été faite à partir de l'été 2022 et qui se poursuit, mais c'est possible pour les 6 protocoles, tout à fait. Voilà, donc du coup, je complète Lucie. Tu pourras dire à ta CPM qu'a priori, elle se trompe. Si jamais tu as besoin d'avoir des éléments juridiques, je te mets mon adresse mail là dans ma réponse. Tu m'écris, on te transmettra tout ce qu'il faut. Voilà. Pardon, Eric, je te laisse Pas reprendre de le fil. souci, pas de souci. Je sais que ce sujet des protocoles peut amener beaucoup de confusion et beaucoup d'amalgame parce que il y a beaucoup d'informations qui circulent et parfois pas les bonnes. Pour le commun, donc c'est toujours par un diagnostic d'inclusion et d'exclusion. C'est pas un diagnostic médical, c'est un diagnostic fait par un délégué qui permet d'inclure ou pas dans le protocole. Voilà. Suivant un arbre décisionnel qui est propre au protocole. Voilà. Un compte rendu, bien entendu, à remettre au médecin dès son intervention et en cas de modification de la prise en charge. Et ça, une fois de plus, c'est obligatoire. Donc, évidemment, pour ce faire, on a des fiches qu'on donne à nos délégués et qui leur permettent de remplir assez rapidement. Donc, c'est des questionnaires assez simples, oui-non, pour inclure les patients dans le protocole. Et la délégation d'actes, donc, il faut bien comprendre que c'est une délégation d'actes, une délégation de tâches à minima. Et ça, c'est important de le dire, c'est pas les protocoles de coopération sont pas de la pratique avancée, c'est des délégations de tâches à minima. C'est-à-dire que pour l'entorse de la cheville, on va parler de prescrire une radio et du Doliprane. C'est pas foufou en termes de délégation. Il y a des délégations qui sont beaucoup plus importantes que ça. Alors, ben oui, le comment, la responsabilité, effectivement, c'est un sujet qui revient souvent. Elle est conjointe, c'est-à-dire que le délégant, donc le médecin, s'engage à respecter ce qui lui est dû dans le protocole, c'est-à-dire ben, délivrer la formation et puis être joignable 24 ou 48 heures, voilà, si jamais il y a un problème dans la prise en charge. Et par contre, la responsabilité qui est augmentée, c'est celle du délégué, puisque là, pour le coup, lui, il est obligé de respecter le protocole à la lettre et sinon, il engage sa responsabilité. C'est pour ça qu'on demande aux délégués de déclarer leur participation au protocole à leur RCP. La formation initiale plus formation non qualifiante obligatoire. Donc ça, c'est les termes de la participation au protocole. Il faut être bien sûr DE, mais il faut être aussi et avoir reçu une formation interprofessionnelle. Et donc là, j'insiste, c'est une formation qui est non qualifiante. Dans la pratique avancée, c'est une formation qualifiante. Les IPA, ils ont une formation qualifiante. Là, on n'est pas du tout sur ce registre-là. C'est une formation entre délégués et délégants qui est menée par les médecins et qui est une formation interpro qui met à plat les connaissances au vu des recommandations HAS. Donc, c'est une montée en compétences de toute l'équipe en même temps. Les rémunérations, donc, elles sont au forfait. C'est fixé par décret, par ACI pour les protocoles nationaux et par FIR, donc c'est le financement ARS pour les protocoles locaux. Et on a un reporting à faire régulièrement, c'est-à-dire qu'on demande aux délégués combien de personnes ils ont inclus dans le protocole. On fait un tableau qu'on fait remonter à la CEPAM et c'est la CEPAM, là pour le coup, je parle de la cystite et de l'entorse. Et donc, on fait remonter ce tableau à la CEPAM et c'est la CEPAM qui paye la CPTS. Et ensuite, la CPTS rétribue donc les professionnels qui se sont engagés dans le protocole à hauteur du partage que la CPTS a décidé. Voilà, chez nous, c'est 80-20. Voilà, 80% pour le délégué, 20% pour le délégant. Donc, un exemple concret de prise en charge. Donc, nous, notre pote, on n'a pas beaucoup de feedback parce que le protocole vient d'être mis en place. Mais pour vous expliquer un peu concrètement comment ça se passe, c'est une consultation
Attendez. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Tout le monde m'entend? Donc, c'est une consultation qui consiste à un interrogatoire et un examen qui suit donc la fiche d'inclusion et l'arbre décisionnel. Si jamais il y a le moindre critère d'exclusion, le patient ne peut pas être exclu du protocole. Euh, il est inclus. Ensuite, il peut y avoir, si jamais il y a un doute sur, par exemple, une potentielle fracture suite à des gestes cliniques, on peut prescrire une radio. Le patient va faire sa radio, il revient. Si la radio ne montre pas de fracture, on poursuit le protocole. Et il y a une deuxième consultation qui est aussi financée hein, à hauteur du forfait. Et à l'issue de cette deuxième consultation, si tout va bien, on prescrit de la rééducation à hauteur de 10 séances maximum. Voilà. Et quand on a prescrit la rééducation, le protocole s'arrête. Et la rééducation commence. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame entre euh, la rééducation et le protocole. Le protocole, ce n'est pas la rééducation, c'est la consultation qui va amener à la prescription de rééducation s'il n'y a eu aucun critère d'exclusion. Et à ce moment-là, vos soins commencent et, le protocole est terminé. Voilà. Juste pour dire un mot sur la formation, je trouve que cette formation crée un contrat de confiance entre les délégués et les délégants qui permet, du fait du partage de la formation commune, c'est un contrat de confiance qui ne s'épuise pas hors du protocole. Et comme Victor, pour parler du mot interdit et accès direct, je pense que euh, ça peut tout à fait bénéficier. Je trouve que c'est deux systèmes complémentaires, puisque, voilà, une fois de plus, la confiance qui est accordée dans le cadre de la prise en charge dans le cadre des protocoles, elle ne disparaît pas. Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé au niveau de cette formation. Voilà. Super, merci beaucoup, Eric. Respect du timing parfait aussi. Je vais poser dans la foulée les quelques questions sur ton sujet. Il y en a eu pas mal. J'arrête Donc, le partage, Mathieu? comme tu veux. Oui, je pense que oui, tu peux arrêter. À moins que tu veuilles revenir sur une diapo après pour préciser. Mais Ouais, on ne sait jamais. Hein. donc la première question, je suis désolé, j'ai pas noté les noms, donc je sais plus, la personne se reconnaîtra. Les kinés de mon département se sont toujours confrontés à une complexité sans nom pour la mise en place des protocoles dans leur MSP. Est-ce que cela a changé? Peut-être que tu as répondu entre-temps, du coup. Alors, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est du travail déjà pour comprendre comment ça se met en place. Le problème, je pense que le problème majeur, c'est la difficulté d'accès à l'information et à la bonne information. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas des gens qui sont il y a des gens qui sont de bonne volonté, mais ils n'arrivent pas à avoir les bonnes informations pour être efficients et assez rapidement. Et ça, c'est vrai que ça peut être à ce moment-là un parcours du combattant pour arriver à le mettre en place. Après, pour en avoir mis un en place, les autres, ça passe crème. Quand on a compris où on devait déclarer, comment on devait déclarer l'équipe, euh, au final, le plus gros problème reste la formation. Le plus gros problème, c'est-à-dire comment on va former les délégants et les délégués ensemble. C'est peut-être ce qui représente le plus de travail. Bah, ça fait lien avec une autre question qu'il y avait. Du coup, c'était les médecins ont-ils trouvé le temps de mettre en place ces protocoles de formation et ont-ils accepté d'être responsables en cas de problème avec un suivi formel du protocole? Là, je pense que tu peux répondre Alors, qu'on répète à toutes les équipes sur la responsabilité. alors, c'est une super question. Honnêtement, je ne pense pas que la délégation de tâches soit plus un frein que l'accès direct pur. Si on parle d'accès direct sans délégation de tâches, je pense que les médecins, ils ont besoin d'être dans la boucle et d'être au courant. Et le fait de cette obligation de renvoyer une fiche et qu'ils soient au courant, c'est une fois de plus, la délégation, elle est pour nous, là, pour le coup,
Pour la cystite, il y a une prescription d'antibiotiques, OK, mais pour les kinés, c'est quand même une prescription d'une radio et de Doliprane. Donc, c'est pas non plus dingo. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bah, oui, je vais me permettre juste de préciser quelque chose, parce que du coup, on bosse tous les deux en Occitanie sur ce sujet. Et vraiment, ce qui me semble indispensable à dire aux médecins pour les rassurer, c'est que si le délégué merde, en gros, le délégué est responsable. Chacun est responsable de ses actes. D'accord. Donc, le délégué et le délégant sont responsables du bon déroulé du protocole de coopération. Si par exemple on s'est engagé à tracer nos actes, etc., comme tu viens de le dire, et qu'on ne le fait pas, eh bien, on va être fautif. Si le délégué il va rater un test et du coup il y a des conséquences pour le patient, c'est le délégué qui est responsable. Le médecin ne sera pas responsable de ça. Le médecin il va pouvoir être responsable si par exemple il doit être dispo en cas d'événement indésirable grave et qu'il faut réorienter, et que s'il n'est pas dispo, là il va être inquiété. Donc vraiment, chacun est De- responsable de ses actes, et ça, faut le dire aux médecins pour les rassurer. Et puis de toute façon, on est tous responsables de nos actes et une prescription ne pourra pas nous protéger d'une mauvaise prise en charge qu'on fera avec un patient. On le sait déjà pour le reste. Ensuite, tu as deux questions simples et rapides. Combien de kinés dans sa CPTS et quel logiciel vous utilisez pour coordonner les protocoles? Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé de la démarche informatique. Il y aurait tellement à dire. Moi, je pourrais en parler pendant 4 heures. Alors, on est un peu plus d'une quinzaine. On est autour d'une quinzaine de kinés dans notre CPTS. Et pour le protocole de cheville, pour l'instant, on est 6. Parce qu'il faut savoir que il y a une liste qu'on déclare à l'ARS, mais après, il faut que les gens y soient formés. C'est-à-dire que les deux conditions pour qu'on puisse intégrer le protocole, c'est être dans la liste déclarée à l'ARS et être formé. Donc, en fait, des fois, ça ne se fait pas dans le même temps. Voilà. Et j'ai répondu du coup ou pas, Mathieu? Je ne sais plus. Mais quel système d'information partagé Ah vous oui, utilisez? le système d'information. Alors du coup, sur une MSP, évidemment, on va utiliser le SIP, hein, le logiciel dédié de la CPTS, mais pour de la MSP, mais Donc pour la le SIP, CPTS, le SIP étant le système d'information partagé de la structure. voilà, c'est ça, donc VEDA, MLM, voilà. Pour la CPTS, vu qu'on est sur quand même un territoire beaucoup plus grand, avec des professionnels qui ne sont pas tous dans la même MSP ou pas dans d'exercices coordonnés, on a choisi donc l'option Medemail et DMP. Voilà. Et c'est ce qui est préconisé dans les nouveaux protocoles qui ont été abrogés au mois de mars. C'est donc d'envoyer un Medemail au médecin traitant et au médecin délégant au médecin traitant si ce n'est pas le même médecin, si ce n'est pas un délégant, donc les deux, et d'ajouter les fiches donc, qui relèvent du protocole et les ordonnances qui relèvent du protocole dans le DMP pour pouvoir aussi couvrir le délégué pour dire que voilà, ça a été fait dans les règles. Parce que parfois, on ne va pas se mentir, mes emails, ça peut ne pas marcher ou ça peut ne pas arriver à la bonne personne ou le délégant ne regarde pas ses mails emails. Donc voilà, c'est quand même pas mal de doubler avec le DMP. Il reste deux questions. J'annonce que s'il y en a d'autres, je ne les reposerai pas tout de suite, mais je les garderai éventuellement en toute fin de soirée. Euh, et les prescriptions des arrêts de travail. Donc Ouais, j'imagine que la question c'est comment on fait. voilà. Alors pour vous dire que nous sur notre CPTS, on a une CEPAM très aidante qui a découvert les protocoles de coopération en même temps qu'on les a mis en place. Et c'est un sujet qui a mené à pas mal de discussions. La solution qu'on a trouvée, nous, et qui a été validée par les médecins et par la CEPAM, c'est des CERFA médecins barrés avec tampon délégué et signé par le délégué. Voilà. Donc, il n'y a pas de signature du médecin. C'est juste son. Parce qu'il faut savoir qu'on n'existe pas encore, ça n'a pas été créé, ces arrêts de travail pour les délégués. On ne peut pas le faire. De même que pour les ordonnances qu'on produit, c'est une ordonnance à double RPPS avec l'RPPS médecin et l'RPPS délégué, donc kiné par exemple. D'accord? C'est des ordonnances qu'on a données aux délégués, qu'on a faites nous-mêmes, qu'on a données aux délégués
avec qui les médecins sont d'accord, mais les médecins ne signent pas ces ordonnances. Il y a juste le RPPS pour savoir quel est le délégant, d'accord? Et ensuite, il y a juste le tampon et la signature du délégué, du kiné. Voilà. Et c'est des ordonnances, c'est des documents, pardon, qui ont été validés et par les médecins et par la CEPAM. Et alors, du coup, je reprends une remarque qu'il y avait eu, et ce sera du coup la dernière sur laquelle on réagira maintenant, et on verra après à la fin. Je pense que le protocole national a généralement un financement prévu, mais pas le local. Donc là, Eric, on sait tous les deux que c'est pas exactement ça, ce n'est Alors, pas le même financeur. Mais je voilà, laisse c'est les deux. ça. C'est ça. Alors, bon, je vous avoue qu'on peut facilement se perdre dans ces finesses. Moi, ça fait 2 ans que je bosse sur le truc à fond. Donc, forcément, quand on lâche rien, on arrive à accumuler toutes ces informations, mais on peut être vite perdu. Le financement des protocoles nationaux, c'est ACI, ACI de la structure. Et le financement des protocoles locaux de coopération, c'est par un fonds FIR, donc par l'ARS. Voilà. Donc, c'est deux financements différents, mais ils sont financés à la même hauteur du forfait. Voilà. Et même légèrement plus, puisque les locaux, on a en plus 5% de la somme globale censée financer la coordination. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation très claire sur un sujet novateur dont on pourrait tous se saisir, les kinés, pour faire valoir nos compétences et servir les usagers. Juste avant de passer la parole à Joachim et du coup juste avant que Eric tu quittes le partage de ton écran, je vais repasser la parole à Jean-Christophe pour préciser le lot à gagner, puisque finalement c'est encore mieux ce qui a gagné apparemment que ce qui a été annoncé précédemment. Je m'excuse auprès de tout le monde. J'ai eu un petit coup de stress en fait au moment de présenter le gain. J'ai eu un gros trou et j'ai eu plusieurs présentations aujourd'hui. Et en fait, il n'y avait pas trop de lien avec le cours de cardio-box qui est, cela dit, très sympa. Ça m'est revenu après et donc j'ai pu rééchanger. Dans le groupe Pasteur Mutualité, on a une filiale de formation qui s'appelle M Soigné, qui fait de la formation prévention. Et donc, le lot qui est à gagner, en réalité, c'est une formation DPC, prévention par M Soigné. Donc, dans le fil de conversation, je vous mets le lien M Soigné pour regarder ce qu'il y a. Et en fait, je profitais de la présentation d'Eric sur le sujet, puisque dans les, euh, dans les formations qu'on a, on a justement une formation sur la mise en œuvre de la prescription de l'activité physique adaptée pour les kinésithérapeutes. Donc, si, si ça peut vous intéresser, c'est une parmi tant d'autres. Mais voilà, c'était juste pour cette précision-là, avec toutes les excuses pour ceux qui voulaient faire de la boxe. Vous pouvez quand même venir, il n'y a pas de problème, on vous accueillera très très bien à Paris. Voilà, Du coup, ouais, n'hésitez pas à recopier là le lien sur le chat ouais, je le fais pour de que suite. chacun puisse avoir. Merci beaucoup. J'attends juste vérifier parce que là, je vois pas. Je sais pas si vous l'avez recopié à tout le monde. C'est bon, super, merci. Allez, Joachim, je te laisse partager ton écran. Du coup, dernière présentation sur le projet de soins non programmés que vous avez avec l'URPS Pays de la Loire. Exactement. Hop, normalement, c'est bon, On voit ton écran. c'est parfait. Je sais pas si c'est vraiment plein Euh, écran, mais on voit que le diapo. C'est bien. Vous voyez que le diapo là, c'est bon, hein. Ouais, ouais. Ouais, nickel. Du coup, en tant que membre de l'URPS Kiné des Pays de la Loire, je participe au projet de soins non programmés, et l'organisation de soirées dans les CPTS. Euh, hop. Donc, la genèse de tout ça, ça a été notamment le rapport Meignet en 2018, puis le pacte de refondation des urgences en 2019, qui faisait clairement le constat qu'il y avait des choses qu'on pouvait améliorer dans la prise en charge de pathologies qui étaient traitées aux urgences, et notamment pour ce qui nous concerne, les entorses de cheville, la lombalgie qui engorgent souvent les urgences, alors que on pourrait les voir en dehors des services hospitaliers. Donc l'objectif, c'est de partager les tâches, d'avoir des compétences élargies pour les professionnels non médecins, donc les kinésithérapeutes pour ce qui nous concerne. Et tout ça nous a amené, suite au déploiement des SAS,
et notamment avec la Loire-Atlantique qui était pilote là-dessus, a débuté, à participer à l'expérimentation. On s'est vite rendu compte euh, qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus, avec un aspect pluriprofessionnel qui était important pour nous, et donc bah, trouver un petit peu la place du kinésithérapeute dans tout ça, faciliter l'accès aux soins en kinésithérapie pour les usagers, et puis trouver une place pour les kinés dans l'organisation des SMP, avec dans l'idée de la traumatologie bénigne euh, en premier lieu, mais évidemment en se disant qu'on pouvait faire d'autres choses. Euh, du coup, on a commencé à participer au groupe de travail pour la mise en place du SAS 44. On s'est assez vite rendu compte qu'il y avait une approche qui était extrêmement médico-centrée et qu'il y avait assez peu de place pour les autres professionnels. On a eu à un moment un très bon contact avec un médecin du SAMU de Nantes qui était très intéressé pour réfléchir à l'intégration de kiné, à la régulation des soins urgents via le SAMU. Malheureusement, ça a changé d'interlocuteur et puis ça s'est un petit peu essoufflé. C'est bien dommage. Donc peut-être qu'un jour ça reviendra un peu sur le tapis. En tout cas, on trouvait ça vraiment très intéressant aussi. Et puis par ailleurs, en interne à l'URPS, on a essayé de réfléchir un petit peu au sein de notre commission organisation de l'exercice aux possibilités qu'on avait de mettre en place des soins non programmés pour les kinésithérapeutes. On a essayé d'identifier les leviers, les freins à la mise en place d'un tel dispositif. Voilà, sur la région. On s'est assez vite rendu compte que les CPTS pourraient être un bon interlocuteur et une bonne façon d'aller vers les kinésithérapeutes sur ce sujet-là. Tac. On a identifié des problèmes, alors qu'on d'ailleurs a été très bien expliqué aussi par Victor tout à l'heure. Hein. Les kinés sont débordés, ils ne peuvent pas répondre à toutes les demandes de patients. Il y a un manque de créneaux. Il y a une fatigue aussi hein, qui s'installe pour les kinés qui travaillent des fois énormément dans leur cabinet et l'épuisement les amène voilà, à avoir des conditions de travail qui se dégradent. Et puis bah, du côté des patients, du côté des usagers, une vraie problématique d'accès aux soins. Euh, des patients qui soient refusés l'accès aux soins ou dans une autre mesure au moins retarder l'accès aux soins. Donc, comme l'a dit Victor tout à l'heure, bah voilà, hein, on a 6 semaines, des fois plus, d'attente dans les cabinets. Et c'est un problème. Les solutions, elles sont pas forcément évidentes et elles peuvent passer par différents chemins, mais en tout cas, c'est un problème qu'on a bien identifié. Les solutions qu'on a envisagées, bah, encore une fois, on revient hein, sur ce qu'a dit Victor tout à l'heure, hein, mais c'est normal. Une prise en charge précoce bah, pourrait réduire le nombre de séances et libérer du temps pour le kinésithérapeute. Et puis, bah, les structures d'exercice coordonnés, MSP, mais aussi CPTS, peuvent permettre de mieux s'organiser entre professionnels et donc de faciliter l'accès aux soins pour le patient. On s'est accordé sur une définition des soins non programmés en kinésithérapie. Alors, on en a échangé pour préparer ce webinaire avec Mathieu, avec Eric et Victor. Et forcément, il n'y a aucune définition très précise qui existe des soins non programmés en kinésithérapie à l'heure actuelle. Donc, nous, ce sur quoi on s'est accordé, c'est que c'est des soins qui, s'ils ne sont pas pratiqués dans un délai adapté, peuvent entraîner des conséquences irréversibles et ou préjudiciables pour le patient. Et ce délai adapté, bah, forcément, il est un peu subjectif. Et j'y reviendrai un petit peu après. Voilà, on se rend compte que y a des avis divergents sur tout ça. Nous, ce qu'on a imaginé, c'est que pour de la kinésithérapie respiratoire, peut-être ce qui correspond, ce qui se rapproche, pardon, le plus d'une urgence vitale nous concernant, 24 heures, pour de l'orthopédie, éventuellement un peu plus, pour de la neurologie qui, pour le coup, peut demander une spécialité et donc euh, moins de kinés qui seraient capables de recevoir ces soins non programmés un petit peu plus long encore. Voilà.
c'était vraiment une première idée, mais en tout cas, on avait la volonté d'y réfléchir déjà avant d'aller vers les kinés dans les CPTS. On a imaginé un dispositif qui est vraiment un brouillon et qui se veut pouvoir coller aux différents besoins des territoires. Donc avec une régulation, une demande de soins non programmés. On a imaginé un numéro unique, mais on peut imaginer plein de choses, un agenda partagé, etc. Et puis bah, l'idée quand même de se demander est-ce que le patient ne connaît pas déjà un kiné, n'est pas suivi habituellement par un kiné, qui pourrait peut-être le prendre en charge. Euh, et si ce n'est pas le cas, bah, dans ce cas-là, aller vers un dispositif de soins non programmés avec un kiné de garde, un kiné voilà, qui peut le recevoir en urgence. Euh, et donc, bah, évidemment, là, il s'agit aussi de différencier si on est sur la nécessité, enfin, le besoin d'un acte unique en attendant la prise en charge, parce que les soins sont vraiment reportables, qu'éventuellement, il y a besoin voilà, d'éduquer le patient, de lui donner des petits conseils déjà pour commencer une prise en charge en autonomie, en attendant une prise en charge par le kiné référent, le kiné habituel, on peut l'appeler comme on veut. Ou alors, s'il y a une urgence vitale relative, une urgence qui serait du coup considérée comme réelle par le kiné recevant le soin non programmé, et dans ce cas-là, éventuellement, quelques actes en série, j'y reviendrai après, avec forcément une limite à placer. Pour mettre en place nos actions et notre première action, notamment les soirées d'échange et de réflexion au sein des CPTS, on a signé un CPOM, donc un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ARS des Pays de la Loire, donc qui finance à la fois le temps de préparation, le temps voilà, de coordination aussi de toutes ces actions-là au sein de l'URPS, donc avec nos chargés de mission, mais aussi le temps en tant qu'élu, mais aussi, et c'était quelque chose qui nous paraissait important, l'indemnisation des participants à ces soirées d'échange. Euh, on trouvait ça important pour impliquer au maximum les kinésithérapeutes. Et c'est une chance parce que c'est pas toujours facile d'avoir des financements pour ce genre de choses, mais voilà, on a la chance en Pays de la Loire d'avoir une ARS qui nous suit et sur beaucoup de projets qui est prête à nous financer. Et puis un deuxième grand objectif qui est l'organisation d'un groupe de travail départemental. Alors pour être tout à fait honnête, c'est pas quelque chose que nous on avait imaginé au départ, mais une demande de l'ARS d'avoir un représentant dans l'idée par CPTS participant à nos actions et participant à ces soirées d'échange et qui déciderait de poursuivre un petit peu le travail de réflexion autour des soins non programmés, de se retrouver et donc de pouvoir échanger, voir un peu ce qui se fait dans chaque territoire. Et leur idée, c'est d'arriver à un modèle qui serait généralisé à l'échelle du département. Voilà, à voir ce qui pourra se faire. Hein. C'est une bonne idée. Maintenant, on pense quand même que généraliser une organisation à l'échelle du département sera un petit peu compliqué et nous, on tient à ce que tout ça soit vraiment adapté au territoire, à leurs besoins et aux professionnels qui sont prêts aussi à s'investir sur ces soins non programmés. Donc plusieurs soirées qui ont d'ores et déjà été organisées, 4 rencontres sur les 13 CPTS de Loire-Atlantique et puis plusieurs CPTS qui sont depuis aussi revenus vers nous. On a, si je dis pas de bêtises, 2 nouvelles rencontres qui sont déjà prévues à la rentrée et puis des contacts qui continuent à se faire avec les CPTS pour aller vers elles. Au programme de ces soirées, donc une présentation rapide de ce que sont les soins non programmés, donc ce qui existe déjà notamment chez les médecins, et puis pour le coup aussi leur application potentielle à la kinésithérapie via ce que nous on a imaginé au sein de l'URPS, mais aussi voilà avoir leur retour. C'est vraiment ça qui nous importait le plus.
Donc, présentation du territoire de la CPTS, du dispositif médecin. Mais la partie la plus importante, bah, c'est le brainstorming, c'est d'avoir leurs idées, d'avoir leurs envies aussi sur cette organisation avec 3 ateliers, les besoins de la population, quels soins on va inclure aux soins non programmés, les modalités, comment on va concrètement mettre en œuvre ces soins non programmés, qu'est-ce qui va se passer, combien de séances peut faire éventuellement le kinésithérapeute qui va recevoir en urgence, etc. Et puis l'articulation pour la suite, comment on s'organise après ce soin urgent pour transmettre, pour échanger avec le kinésithérapeute qui reprendrait euh, voilà, la prise en charge par la suite si celui-ci était différent et éventuellement comment on s'organise pour réorienter aussi, hein, parce que le sujet des soins non programmés, c'est aussi un sujet de triage. Je l'ai vu dans le chat tout à l'heure et je pense que c'est en effet quelque chose qui est primordial dans cette organisation. Tac. Donc, 4 CPTS. Je reviendrai sur la toute première rencontre qu'on a faite à la fin, parce qu'elle était un petit peu particulière. Donc, la CPTS d'Ancenis, où on a eu une réunion avec 7 kinés et la présidente de la CPTS qui était présente, qui est médecin. Et donc, ça a permis aussi d'avoir son avis sur la mise en place de soins non programmés en kiné. Et c'était très intéressant d'avoir son retour aussi là-dessus et d'avoir une présidente de CPTS médecin qui est motrice pour la mise en place de ce type d'organisation, c'est vraiment une très bonne chose. Euh, depuis un groupe de travail interne à la CPTS a été mis en place et donc il y a une petite dizaine de kinés de la CPTS qui ont commencé à réfléchir, à aller un petit peu plus loin. Et donc voilà, ça suit son cours et on est très content de ça. Une seconde rencontre avec la CPTS Sud-Loire Vignoble à la mi-juin, où cette fois-ci on a eu 22 kinésithérapeutes. Non, il m'en manquait une, je me disais bien. On a eu une première rencontre, pardon, je reviens. Le 21 mars, donc avec seulement 4 kinésithérapeutes, une réunion qui avait eu lieu en visio, étant donné qu'on avait assez peu de personnes inscrites. On a préféré faire une première rencontre comme ça. Ça a été une rencontre qui a été assez générale. On n'a pas trop détaillé les différents ateliers que je vous ai présentés avant, mais où on a déjà introduit un petit peu l'idée de mettre en place des SMP kinés. Et donc, on a prévu de faire une nouvelle réunion en présentiel à l'automne avec davantage de participants. Et on a déjà eu des retours de leur part comme quoi il y avait un petit peu plus de personnes qui s'y intéressaient. Je crois qu'il y avait une dizaine de personnes qui étaient prêtes à, à, à se pencher un petit peu plus sur ce sujet des soins non programmes. Donc en Sud-Loire Vignoble, là, un petit peu plus récemment, on a eu 22 kinés. C'était une surprise. Dans nos prévisionnels, on ne s'attendait pas à avoir autant de kinés. C'était presque un peu trop par rapport à la salle qu'on avait et donc au nombre de participants par atelier. Et donc forcément un petit peu plus compliqué que tout le monde trouve sa place dans les échanges. Mais ça a été quand même une soirée très intéressante et très riche. Euh, on a une vice-présidente de la CPTS qui est kinésithérapeute, qui est très motrice sur ce sujet-là. Et malheureusement, pas de médecin lors de cette soirée. Ils n'ont pas pu se libérer ce soir-là. Mais en tout cas, des discussions qui sont en cours et a priori une volonté de travailler sur ce sujet-là également. Euh, et donc, la première rencontre qu'on avait eue, qui a eu lieu en janvier, avec une CPTS qui en fait était déjà prête à mettre en place un dispositif de soins non programmés et qui, donc depuis la fin du mois de mars, l'a lancé. Euh, donc un groupe de 11 kinés sur le territoire de la CPTS qui participent à ces soins non programmés. Ils ont prévu une expérimentation sur 6 mois, donc jusqu'à octobre, voilà, jusqu'à début octobre normalement. Euh, il y a une mise à disposition de 2 créneaux par semaine pour les kinésithérapeutes. Euh, et puis une prise en charge sur 3 séances maximum quand cela est nécessaire. Les indications qui ont été retenues, c'est de la traumato fraîche,
la chirurgie récente non programmée, la kiné respiratoire chez l'adulte avec encombrement aigu et les personnes qui ont un arrêt de travail de moins de 3 semaines. Donc, suite à des accidents de travail, des accidents traumatiques ou en phase aiguë de troubles musculo-squelettiques, donc notamment incluant la lombalgie. Euh, la petite particularité, à laquelle nous, on n'avait pas du tout pensé et qui est qui est assez intéressante, je pense, en tout cas envisagée sur certains territoires, c'est la continuité des soins lors de l'absence des kinés. Lorsqu'un kiné part en vacances, il peut se servir de ces créneaux de soins non programmés pour avoir une continuité des soins pour certains de ses patients. Évidemment, pour en avoir échangé avec l'un des kinés, bah, il y a la nécessité aussi de ne pas en abuser, pour pas que tous les créneaux de soins non programmés soient utilisés à cet effet-là. Mais je trouvais ça intéressant. Ils ont débloqué un budget au sein de la CPTS, d'un peu plus de 5 500 euros, ce qui fait 517 euros maximum par kiné par trimestre. En fait, ils ont un forfait et c'est au prorata du nombre de créneaux réellement mis à disposition. J'ai plus en tête ce que ça donne sur un trimestre, enfin, par créneau, mais je crois que c'était une vingtaine d'euros, si je dis pas de bêtises. J'avais noté quelque part et puis je le retrouve plus là. Pas très grave. En tout cas, voilà. Il y avait la question tout à l'heure de l'indemnisation donc pour ce qui est mis en place dans les MSP de Victor. Dans cette CPTS, il y a eu la volonté dès le départ d'indemniser la prise en charge en soins non programmés, donc par un forfait euh, pour l'ensemble des kinés qui y participent. On parlait tout à l'heure des moyens de contact et de prise de rendez-vous. Donc, ils ont décidé d'avoir un agenda partagé ainsi qu'une ligne téléphonique à la CPTS. L'agenda partagé est accessible pour les kinés, les médecins généralistes, les infirmiers, mais aussi le Prado, donc qui peut, pour les chirurgies récentes non programmées éventuellement, utiliser les créneaux qui sont mis à disposition. Voilà, donc on a hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Et on sait que ça se lance plutôt bien avec tous les créneaux qui sont pas forcément pris pour l'instant. Mais voilà, c'est le début et on est content d'avoir une première CPTS qui se lance dans l'aventure. Je vais terminer en disant que le message primordial pour nous à l'URPS, c'est que les kinés doivent se saisir du sujet, que c'est aux kinés d'adapter le modèle que nous on imagine et qu'on construit un petit peu avec eux lors de nos soirées d'échange et de réflexion pour qu'ils s'adaptent à leur territoire et qu'ils s'adaptent à l'organisation que eux souhaitent. Euh, et donc, bah, forcément, lors des soirées d'échange, il y a des avis qui sont assez divergents et c'est là que bah, il y a un rôle vraiment de la CPTS derrière d'organiser un groupe de travail interne avec les kinés qui sont motivés à s'investir sur le sujet pour aboutir à une organisation qui soit idéale. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu notamment ces actualités sur les soins non programmés. Et puis, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a bien intéressé. Merci beaucoup, Joachim. Et ça montre vraiment la possibilité de monter des beaux accompagnements pour les cliniques qui ont envie de monter des projets. Et du coup, tu as même une demande là qui est Lucie là, du Verdun, qui est coprésidente de la CPTS, dont le siège social est à Riez, qui te demande est-ce qu'une réunion chez nous, ce serait possible? A priori, elle suggère aussi Grenouille-les-Bains. Alors, Moi, je connais pas ces villes, mais ça ne me parle pas du tout comme ça, j'imagine mais que c'est possible si c'est en Pays de la Loire, quoi. ouais, ouais, ouais. Alors, j'imagine que oui, ça doit pas être en Loire-Atlantique. Donc, pour l'instant, voilà, on a un financement de l'ARS pour une expérimentation sur la Loire-Atlantique. Mais au-delà de ça, vraiment, on est prêt aussi à aller vers les CPTS et des autres départements pour échanger. Euh, Si c'est pas en présentiel, ça peut être aussi en visio. Voilà, on n'a pas envie de restreindre ça à la Loire-Atlantique. On a vraiment un financement
juste pour ce département-là, mais tout est possible. Et donc, Lucie, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Comme ça, j'aurai tous les détails et puis je pourrais en parler aussi euh, au sein de l'URPS, parce que je suis pas le seul à décider, évidemment. Mais en tout cas, on a envie de développer ça ailleurs. Il y a des choses qui se mettent en place dans notre département, notamment dans le Maine-et-Loire, dans le Saumurois et en Vendée, la CPTS Centre Vendée, si je dis pas de bêtises, qui sont en train aussi de mettre en place un dispositif de soins non programmés. Donc il y a des choses qui se font aussi sans l'URPS, hein. On n'est pas les seuls à travailler là-dessus, mais en tout cas, on est prêt à accompagner les CPTS qui le souhaitent sur tout le territoire à ce sujet-là. Lucie, si besoin de faire intermédiaire, je te mets mon mail dans le chat. Elle demandait, je crois que c'est Lucie aussi, là, que tu demandais quel est le montant du forfait pris en charge par la CPTS et quel logiciel pour l'expérimentation. Alors du coup, donc actuellement on a la CPTS donc Pays de Ré sur le littoral qui a choisi donc un forfait de je crois 500 et quelques par trimestre et par kiné, euh, et donc au prorata suivant le nombre de créneaux. Dans les autres CPTS, il n'y a rien qui est forcément décidé, euh, mais en tout cas, globalement, hein, ce qui ressortait, c'est que il y a des fonds qui sont disponibles dans les CPTS pour indemniser les soins non programmés en kinésithérapie de la même façon que les soins non programmés pour les médecins sont indemnisés aussi, que c'est quelque chose qui semblait assez important pour les kinés aussi. Euh, et donc voilà. Mais ça, c'est des discussions qui doivent se faire au sein de la CPTS et c'est le conseil d'administration de la CPTS qui décide de la rémunération qui peut être, enfin, de l'enveloppe qui est disponible pour la rémunération de ces soins non programmés. Sur la question des logiciels, euh, on a InziCare qui a été choisi par la CPTS Pays de Ré, la CPTS du Grand Saumurois. Si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien, ils ont décidé de travailler avec Doctolib. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Il y a CPTS Rendez-vous qui est souvent évoqué lors des soirées d'échange. Et puis Maya Gestion qui devait être utilisé au départ en Pays de Ré et ils ont changé par la suite au moment de se mettre en place. Je ne sais plus pourquoi, mais je crois que c'est les coordinatrices qui préféraient travailler avec InziCare au final. Merci. Ce que je propose pendant que je te pose la vilaine question du premier intervenant, de déconnecter ton écran, que je puisse repartager tranquillement l'autre et que ça se lisse bien avant de poser mes petites questions de sondage à la fin. Du coup, Joachim, est-ce que vous avez évalué s'il y avait un effet d'aubaine, en fait, parce que je pense que c'est ça dont tu parlais, Victor, c'est-à-dire que des kinés seraient peut-être attirés par l'effet lucratif d'un financement de ces créneaux d'urgence comme ça peut exister dans certains centres de consultation, j'ai perdu le mot là, mais comme le font le médecin. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à ça? C'est pas une question qu'on a soulevée, en tout cas pour le moment. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra évaluer a posteriori et c'est une bonne question. Ce que je constate davantage, c'est que à l'heure actuelle, il y a plutôt une réticence de beaucoup de kinés à s'investir là-dedans, de par le temps que ça prend et au-delà du temps que ça prend, de la nouvelle organisation que ça demande. C'est ça qui fait peur. Et donc, plus que, ah ouais, trop bien, ça va me rapporter de l'argent, c'est plutôt, oulala, mais je ne sais pas si je vais pouvoir, en fait. Donc, euh, quelque part, le fait que ce soit indemnisé, que les créneaux soient voilà, assurés de ne pas être une perte sèche, comme tu disais tout à l'heure, Victor, ça les rassure. Et c'est en ça que c'est une bonne incitation. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne. Mais je pense que de manière générale, et là c'est un avis très personnel, ce genre de prise en charge qui demande une capacité de triage ne concernera pas des kinés qui ne s'en sentent pas capables.
avec, bien sûr, peut-être quelques exceptions. Mais voilà, c'est mon avis. Je sais pas si ça répond à ta question du coup. Non, si, si, carrément. Non, mais j'étais un peu taquin sur le sujet parce que tu sais que côté médecin, avec le SAS, en effet, il y a des effets d'aubaine potentiels où quand tu dis qu'il ne peut pas recevoir ton patient, mais que tu l'envoies vers le SAS, ben, ton collègue, en fait, il va avoir une facturation majorée de son acte. Donc, il vaut mieux, Mm. en fait, refuser, en fait, les SMP pour les réadresser, en fait, vers un service dédié. Donc, mais je pense pas que ça arrivera chez les kinés. Bizarrement, je suis Non, assez d'accord avec toi. d'ailleurs, en fait, actuellement, on se rend compte que le système du SAS ne conviendrait pas aux kinésithérapeutes. Ils sont vraiment en demande de quelque chose de plus local. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à intégrer les SAS, mais je pense qu'il y aura toujours un intermédiaire via les CPTS ou les MSP, hein, d'ailleurs. Hein. Pour nous, l'intérêt d'aller vers les CPTS, c'était aussi de toucher davantage de kinés. Euh, on l'a vu avec ton retour d'expérience. Je pense que les MSP sont un très très bon outil pour mettre en place des soins non programmés aussi. Impeccable, on a épuisé les questions. Du coup, vu qu'on a effleuré un peu, enfin effleuré, non, on a approfondi des sujets intéressants et que vous êtes tous visiblement intéressés par ça, je vais vous poser deux petites questions. Donc, connectez-vous sur le site là, que je vous ai mis en lien. Donc, j'aimerais vous amener à... Oui, il faut que je retrouve ma page du coup qui va être là. Voilà. L'idée, c'est qu'après avoir ces infos, j'aimerais évaluer un petit peu votre sentiment sur la difficulté ou la facilité à mettre en place ce genre d'organisation. Et je pense que ça peut intéresser à la fois nos intervenants et puis également le syndicat, puisque comme ça, on peut, ça peut nous aider pour être plus à même de vous représenter, de vous défendre, d'échanger avec vous par rapport à ce à quoi vous êtes prêt à vous engager, à porter comme projet. Donc, euh, eh bien, je vous invite sur l'adresse que je vous ai donnée là à, à rentrer ce code. Et par contre, moi, il faut que je lance le jeu en parallèle. Et je crois que j'ai oublié d'ouvrir l'autre page. Ouais, non, il faut que je la retrouve ailleurs. Je vais m'en sortir. Hop. Voilà, le temps que vous y mettiez, je vais retrouver ma page. On remercie Saucisse d'être parmi nous. Comme je suis en train de bidouiller, je vois pas s'il y a des demandes d'aide dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous signaler ou à me le dire. Voilà, ça va bien. Eh ben, on y va. Je vais le faire direct sur l'écran. Voilà. Alors, du coup, quelques questions. Il y aura 20 ou 30 secondes pour y répondre. D'après vous, la mise en place de créneaux d'urgence en kiné sur prescription, est-ce que c'est très facile, difficile ou très difficile?
quatre questions, hein. Et donc, vous voyez le résultat en direct. Donc, plutôt difficile, hein, mais il y a quand même quatre faciles, donc quatre convaincus, a priori. Je vous remercie pour les réponses. Toujours sur le même thème, du coup, et dans votre structure, à votre avis, pour organiser la mise en place d'un créneau d'urgence en kiné sur prescription, il faudrait 6 mois ou moins pour l'organiser, 6 à 12 mois, plus de 12 mois ou jamais. Donc, impossible, quoi. Ah, alors, par contre, ça peut être rapide. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et personne qui dit jamais, ça, c'est chouette. Ouais, ouais. Alors qu'avant, il y en a quand même qui disaient que c'est très difficile. Donc, même si c'est très difficile, c'est possible. Allez, donc, autre thème. Donc, d'après vous, la formation demandée pour mettre en place des protocoles de coopération, c'est décourageant, un frein, nécessaire, ou au contraire motivant. Alors, Lucie, les questions sont à l'écran du coup. Ok, donc il y en a encore un ou une à réencourager, mais sinon, plutôt motivant. Donc, Eric, tu vois, tu as su motiver et les kinés à se former pour mettre en place des protocoles de coopération, c'est bien. Dernière question sur cette thématique-là, dans votre structure, pour mettre en place un protocole de coopération, à votre avis, il faudrait 6 mois ou moins, entre 6 et 12 mois, plus de 12 mois, ou jamais. Et donc là, c'est à peu près équilibré. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce sondage. Ça nous permettra d'avoir une petite idée concernant ces nouveaux modes d'organisation. Je vais essayer de quitter le partage de mon écran, mais je crois que j'ai tellement de fenêtres ouvertes que ça bug un peu. Je vais retrouver le zoom ici. Hop, voilà. Ok, nous y voilà. Du coup, on arrive quasiment au terme de cette soirée, mais je crois qu'il faut annoncer un gagnant, n'est-ce pas? Ou une gagnante. Il faut le tirer au sort déjà. Du coup, je vais sur mon petit lien. Tout le monde a pu participer, c'est bon, il n'y a pas eu de problème de connexion, de remplissage du formulaire. Il reste 10 secondes. 9, 8. Essayer d'aller dessus déjà, ce serait pas mal. Et bah tiens, j'ai demandé à une main innocente de me dire un chiffre entre allez, on va dire entre 7 et 22 pour être pratique. Hop. Donc Mathieu, si tu as un chiffre entre 7 et 22, s'il te plaît. Je suis On a pas innocent, Arnaud, moi. Pardon? on a Arnaud sur le chat qui nous en a donné un, sinon. Ah, pardon. Allez, on va prendre Arnaud. Discuter. 12. Allez, c'est parti, je vais regarder. Et l'on tombe sur le. En fait, je parlais du premier, sinon c'était trop facile. 11 et 12, donc je tombe sur Maxime Darancy dans le Qui a été très 59. actif ce soir dans le chat, d'ailleurs. Ah ben voilà, très bien. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Maxime, si vous voulez bien vous montrer. Je sais pas s'il est là. Il est là, non? Bonsoir, Euh, Ah, et bonsoir. vous m'entendez? Oui, Bonsoir. on vous entend. Félicitations.
Bon, bah, Bon, merci. félicitations. Alors, du coup, c'est pas le cardio box. J'espère que c'est pas un problème. Non, non, mais tout était bien. Écoutez, Cardiobox, c'était bien, mais c'est ce que vous proposez m'intéresse énormément aussi. Parce que Bon, bah, tant mieux. en fait, je suis responsable d'un groupe de travail sur la mise en place de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité dans ma CPTS. Donc, c'est top, quoi. Ah bah, alors, c'est plutôt en tant qu'intervenant qu'on devrait vous faire participer à nos formations. Mais en tout Ah, cas, mais ça on a sera toujours, déjà bien. non, non, j'ai toujours besoin de me former là-dessus. Donc, c'est parfait. Oui, de toute façon, sachez pour tout le monde que les formations DPC, on les met à disposition de tous les professionnels de santé, que vous soyez adhérent ou pas GPM, il n'y a aucun lien. Donc voilà, c'est par M Soigné. Le lien est dans le chat. Si, s'il y a des formations qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers moi ou via Monsieur Noiro directement pour nous contacter. Et pour Maxime, eh bien, on prendra contact avec vous pour tout ça. Et pour tous les participants, bah, merci beaucoup d'avoir participé. Comme c'est indiqué, quelqu'un de Groupe Astra Mutualité va vous contacter, faire le point avec vous. Voilà, Merci beaucoup. merci à vous. Alors, merci à vous. Mon ordi est en train de bugger complètement. Je ne vous vois plus. Je pense que mon clavier. Ah, voilà, si, voilà, j'ai trouvé la touche. Ok, donc c'est bon. Je reprends. J'avais bloqué le clavier en fait, donc forcément, ça n'aidait pas. Voilà, juste ce que je voulais faire, c'était voilà, vous afficher ça et puis du coup vous remettre si voilà dans le chat mon adresse mail si jamais. Pourquoi je spam avec mon adresse mail? C'est que tout simplement, et bien là, ce soir, on a abordé des modèles de prise en charge en fait qui permettent d'optimiser la prise en charge, de se diriger vers la pertinence des soins en fait, hein, en essayant d'améliorer l'accès aux soins et de mieux prendre en charge nos patients. C'est une thématique qui nous est chère au SNM Care et qu'on souhaite développer de plus en plus. Donc, si vous avez des idées, des projets, n'hésitez vraiment pas à nous en faire part. On est friand de tout ce que vous pouvez nous proposer pour arriver à construire voilà, les portages politiques idéaux qui iront dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup pour votre participation, votre intérêt pour le sujet. Et puis à bientôt, peut-être. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.